Aujourd'hui, justement, on va essayer de faire un parallèle justement entre l'aviation civile et l'aviation militaire avec Alexis. Alexis qui était avant pilote sur A400M, si je dis pas de bêtises, et qui maintenant est pilote sur A320, même si cela peut évoluer au cours de sa carrière. Donc là, aujourd'hui, on va essayer dans un premier temps, on va laisser Alexis se présenter. Ensuite, il nous parlera du quotidien d'un pilote en escadron de transport, en tout cas quand il y était, parce que ça fait un petit bout de temps qu'il a quitté l'armée. Ensuite, on va parler du quotidien de pilote chez Air France, pardon, pour le coup. Et on évoquera les contraintes physiques qu'il pouvait y avoir en escadron et les contraintes physiques qu'ils ont chez Air France, ou en tout cas qu'ils ont dans l'aviation civile. Et après, on fera la même chose au niveau des contraintes mentales, s'il nous reste un peu de temps, au niveau de ce qu'on a proposé dans l'armée de l'air, ce qui est proposé par Air France, et du coup, ce qui est utilisé par un ancien pilote de l'armée auprès de l'aviation civile. Voilà, je pense avoir fait le tour tranquillement. Alexis, je te laisse te présenter sur quelques secondes, quelques minutes. Ouais, alors Alexis, j'ai commencé l'aviation dans le civil, initialement en PPL. Ensuite, je suis rentré dans l'armée de l'air où j'ai suivi le cursus formation pro. J'ai fait 3 ans et demi sur A400M que j'ai quitté en courant de l'année 2018 pour intégrer une compagnie en Europe de l'Est pendant un an. Et puis depuis bientôt 2 ans, je suis pilote de ligne sur 320 chez Air France en France, donc, du coup, basé Paris Charles de Gaulle. Ouais, Et donc voilà, j'exploite le 3-1 sur le réseau moyen courrier ok, pour moyen courrier. l'instant. Et comme tu dis, ça pourrait être amené à changer. Plus tard dans la carrière, on peut être amené à passer sur long courrier, quoi. Mais pour l'instant, c'est du moyen. Est-ce que Donc c'est moyen courrier. Est-ce que les A320 font du long courrier aussi ou c'est vraiment spécifique à du petit moyen courrier? Non, non, alors en gros, le réseau d'Air France moyen courrier, c'est la France, l'Europe, une partie de l'Afrique du Nord, donc les pays du Maghreb, la Turquie, l'Israël. On fait la Russie, donc c'est des vols qui font un peu plus de 3 heures. Ok, Scandinavie, et voilà. d'accord. Et sur du long courrier, après, c'est tout ce qui est haute destination, que ce soit les Ouais, États-Unis. c'est le transcontinental, vraiment l'Afrique Ouais. subsaharienne, Moyen-Orient, l'Asie, un peu plus éloigné, l'Amérique du Sud et du Nord. Donc c'est vraiment des vols, on va Et dire, la, super à 5 heures à peu près. et la machine change du coup aussi, ou pas? Ouais, tu passes sur des gros porteurs, des avions qui sont un peu plus adaptés, surtout pour les passagers, parce que bon, pour nous, les rythmes de travail sont un peu différents, mais c'est des avions qui sont plus gros, avec des cabines plus adaptées au transport longue distance, et D'accord. des équipages qui peuvent changer un peu aussi. On peut partir à 2 pilotes, comme sur moyen courrier, mais aussi à 3 ou 4 pilotes pour les temps de D'accord. repos. Ok, ouais. Oui, ce qui revient. Alors, je fais une comparaison que beaucoup n'aiment pas, mais au niveau des temps de repos, on peut mettre en parallèle avec ce qu'on connaît plus, c'est par exemple les chauffeurs de bus qui, eux, pareil, au bout d'un certain temps de conduite, ils sont obligés de faire des pauses. Pour vous, c'est la même chose. J'imagine qu'il y a des Ouais, contraintes exactement. mentales et de la fatigue C'est qui se ça. crée, et naturellement, il faut se reposer entre chaque vol. C'est Exactement. Tu as des temps de service réglementaires et au-delà de ce temps de service, si tu veux étendre le vol, il faut rajouter un pilote, quoi. bien Donc sûr. pour un vol de 14, 15, 15 heures, il faut à 2 pilotes, c'est pas possible. 2 pilotes, ça s'arrête entre 8 et 9 heures, suivant l'heure où tu pars. Ok, Donc si tu veux étendre le vol au-delà de 8 ou 9 heures, il faut rajouter des pilotes. Un ou deux. ok, ça marche. Bon, c'est intéressant de le savoir. Donc là, au final, ce dont on va parler, c'est donc l'A400M, ce que tu as pu voir, peut-être même en école avec les Xingu, etc. Mais si on parle du civil, on va surtout parler de ce que tu connais, donc le moyen courrier. Donc, s'il y a des ressemblances avec le long courrier, on pourra peut-être les évoquer si on a le temps. Sinon, il faudra Ouais. vraiment se dire que les contraintes que tu expliques, que tu exposes ici, c'est des contraintes plus liées au moyen courrier qui ne sont pas forcément applicables à tous les pilotes de toute l'aviation civile. Voilà. Ouais, exactement. Moi, pour l'instant, je connais le long courrier, j'en ai jamais fait, donc je parlerai du moyen, c'est ce que je connais, quoi. Ok, très bien. Bon, alors Alexis, tu étais pilote en escadron, c'est là où on s'est rencontrés. Moi, j'étais à Oui, Orléans. Donc, on s'est rencontrés, c'est drôle parce que ça fait partie d'un sujet qu'on évoquera tout à l'heure. On s'est rencontrés sur une tâche qui n'est pas forcément liée à notre spécialité. Donc, Alexis étant pilote, moi, spécialiste sport. On s'est rencontrés en montant un tour de service qui était une semaine base à l'entrée, à l'accueil de la base d'Orléans. c'est ça. Donc toi, tu étais sollicité ici en tant qu'officier et non plus en tant que pilote. Tu étais aspirant à l'époque. C'est ça. Et moi, j'étais là en tant que sous-officier. Bon, ça fait partie du quotidien de pilote en fait en escadron dans l'armée. C'est que, comme on disait, comme je l'ai expliqué sur Instagram, et c'est ce que tu m'avais dit, j'ai juste transposé, un pilote en escadron dans l'armée, il est d'abord militaire, ensuite officier et ensuite pilote. C'est-à-dire qu'il y a une priorisation peut-être à certains moments qui se fait sur des tâches où, attends, on a besoin d'un officier là parce qu'il faut encadrer une séance de tir. Tu ne seras pas prioritaire sur le prochain vol. Enfin, je ne sais pas si ça se fait comme ça, mais si tu peux nous expliquer un petit peu le quotidien d'un pilote en escadron, si, le lien entre la partie militaire, la partie officier et la partie pilotage, bien sûr.
qui peut être intéressante. Ouais, bah, alors, un escadron, comme un peu toutes les unités de l'armée de l'air, là, t'es sous le commandement d'un commandant d'escadron et d'un chef ops, quoi, qui vont un peu gérer la vie des personnels en unité. Donc, t'as différents inputs, là, comme on pourrait dire, de services, en dehors de l'unité. Donc, ça peut être le ATC, c'est le European Air Transport Command, qui nous déclenche les missions opérationnelles. Tu peux avoir des demandes émanant du commandement de la base, tu peux avoir des demandes émanant de la DRHA, donc sur un plan un peu plus large, enfin sur un plan armé de l'air, quoi. Ouais. Donc toutes ces demandes sont centralisées par les chefs là, qui ensuite bah, quelque part grée ces demandes avec des noms des gens qui sont en unité, quoi. Donc s'il faut faire un vol, il y a des noms qui sont désignés pour partir en vol pour effectuer la mission. Et s'il faut tenir une semaine base, diriger une séance de tir, fournir des gens pour une présentation, pour des couleurs ou une cérémonie quelconque ou une mission, Ouais. une mission, il y a plein de choses, Vigipirate, des choses comme ça, bah, c'est les mêmes personnes qui sont désignées. Ok. En général, il y a assez de monde dans l'escadron pour gérer toutes ces missions, mais ça occupe pas mal, quoi. Effectivement, comme je disais, d'abord militaire, ensuite officier, ensuite pilote. Donc les tâches militaires normalement prennent le pas, mais bon, on peut pas non plus le rôle en escadron, c'est quand même de faire l'opérationnel. Bien Donc sûr. on essaye de jamais refuser de mission, on s'adapte. Ouais. Après, je pense que mine de rien, au niveau de la chefferie, si je peux dire, leur priorité, c'est quand même de faire voler leurs pilotes, de faire voler leurs avions. Après, ben, il y a des demandes qui ne sont pas de leur ressort et ils sont obligés de faire avec ce qu'ils peuvent. Mais pour défendre surtout ceux qui ont toujours les oreilles qui sifflent quand tout le monde se plaint et dit oui, c'est de leur faute, nanana, je pense très, très honnêtement que les chefs d'escadron, etc., ils font ce qu'ils peuvent pour arranger tout le monde. Mais bon, des fois, malheureusement, ils y sont pour rien et ils doivent obéir à des ordres comme tout bon militaire. Ah ouais, ouais, ils sont entre le marteau et l'enclume, hein. C'est Ouais, quand ils envoient des gens en cérémonie, c'est qu'on leur a demandé. Donc bien sûr. ça fait plaisir, ça fait rarement plaisir aux gens, mais c'est comme ça. Et donc, pour revenir sur le quotidien, grossièrement, si une journée où tu as un vol, admettons, un vol, bon, toi, tu avais souvent Djibouti à l'époque, une journée où tu pars à Djibouti et une journée où il n'y a pas de dispo avion. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux journées? Est-ce que déjà l'heure d'embauche, est-ce qu'il y a des choses qui vont être modulables? Ouais, ouais, bah, alors une journée où t'as pas de vol de prévu. Pas de dispo, ça peut être soit il y a vraiment rien de prévu et rien dans les 3 4 semaines à venir. Et là tu fais alors soit des tâches annexes. Moi à l'escadron on était occupé, on pouvait être aux opérations aériennes, donc tu fais le suivi des missions en cours. Tu peux être responsable informatique, armement. Tu peux aller aider la prep mission pour les missions qui sont en cours. Donc ça tu peux t'occuper comme ça. Tu peux après faire des séances de sport. Enfin, t'as un planning un peu libre, quoi. T'es Ouais. pas très sollicité. Il se peut que tu ne sois pas très sollicité. Après, si t'as une mission dans les 2 3 semaines, dans les 2 semaines à venir, on va dire, tu peux avoir quelques tâches à effectuer pour la mission à venir. Donc, Ok. commencer à coordonner les escales, préparer ta mission. Donc là, je veux dire, c'est le moment de commencer un petit peu à trier les patates, commencer à parler au loadmaster, tout ça. Et ensuite, bah, si c'est le jour du départ en mission, donc là, normalement, toute la phase de préparation est terminée. Donc, suivant le déroulé de la mission, on se donne rendez-vous pour une heure de briefing à l'escadron, là. Donc, en général, si tu vises un décollage à 8 heures, là, tu te donnes rendez-vous à peu près à 6 heures à l'escadron pour un briefing. Ok. Et là, le briefing, alors les loadmasters vont direct en général à l'avion. Les pilotes se rejoignent en salle de préparation de mission là, ou en salle de briefing, Ok. où ils vont revoir les spécificités de la journée, la météo, les points particuliers, l'itinéraire. Ils vont se coordonner, préparer la répartition des étapes, et ils vont partir à l'avion. Et ensuite, normalement, l'avion est quasiment chargé, les plans sont faits, mise en route, et on part pour la destination. Ok, très bien. Juste quand tu parles du Loadmaster, en gros, c'est pour expliquer un peu aux personnes qui ne sont pas dans le milieu. Alors, si je dis pas de bêtises, le Loadmaster, c'est celui qu'on appelle aussi le mécanicien navigant, celui qui est embarqué. C'est celui qui gère tout ce qui va se passer en soute, que ce soit le fret. Alors, je sais pas si c'est eux qui gèrent, par exemple, au niveau du kérosène. Je crois pas. Ouais, ça peut. En fait, les équipages de transport là dans l'armée de l'air sont, enfin sur A400M, c'est ce que je connais.
Ouais. En gros, il y a des pilotes parce qu'il faut faire rouler la machine, donc il y en a entre deux et ou plus, quoi, deux, trois, quatre. Ok. Et de loadmaster, donc un loadmaster, un chef de soute, avec des aides loadmaster ou des gens qui sont là pour l'aider. Et eux sont, enfin, le loadmaster et son équipe sont responsables de la soute, du chargement et de la conduite un peu au sol, de la partie sol de la mission, quoi. C'est-à-dire que nous, les pilotes sont là, on est là pour amener l'avion d'un point A à un point B, dans différents environnements, soit un Ouais. environnement ami, si on fait un Orléans-Pau pour une semaine par, bah, c'est en France, il y a pas beaucoup de challenge, quoi. Après, tu peux avoir des environnements un peu plus tactiques, quoi, un peu plus ops. Le boulot du headmaster, en gros, commence à l'escale pour un vol logistique. Quand on est posé, il va devoir charger son chargement, décharger, recharger, Ouais. gérer ses palettes. Il peut être amené à gérer l'avitaillement carburant. Et donc voilà, lui, son boulot, notre boulot, c'est le cockpit. Donc c'est une zone qui est toute petite. Et lui, sa zone de responsabilité, c'est tout le reste. C'est autour de l'avion et dans la soute de l'avion de la 400. Ok. Ok, c'est intéressant ce que tu évoques par rapport au Loadmaster, on en avait déjà parlé sur l'équipage, en fait, la formation de l'équipage, où c'est dans un escadron, en fait, il y a au niveau de l'avion, tu pars avec des personnes que tu connais, ou en tout cas avec lesquelles tu travailles au quotidien, vu que tu es tous les jours sur la base aérienne. Ouais, c'est ça. C'est une grosse différence avec le monde civil. Ok? Dans un escadron de transport, quand les gens sont pas en vol, on est à l'escadron, quoi. Donc c'est du lundi au vendredi, aux horaires de bureau. On se retrouve tous dans l'escadron, on a le temps de discuter, on se connaît assez bien et on se croise souvent. On fait des missions de temps en temps qui sont pas des missions dans l'avion, quoi. Ça peut être, on peut être détaché justement sur une séance de tir ou sur une semaine base ensemble. Donc on se côtoie quand même très souvent. Donc on a l'habitude de travailler ensemble. Ouais. Donc quand on part en vol, on connaît un peu les gens avec qui on part, on devine un peu les réactions, on sait si la personne est fiable ou pas. Ouais, au niveau humain, il y Dans le monde a civil, une c'est pas du meilleure tout ça, quoi. connaissance de tes collègues, quoi. Tu sais comment Ouais, un tel va c'est bien ça. réagir si jamais il y a une situation un peu plus stressante, ou tu sais sur qui va donner un petit peu les responsabilités si jamais tu dois déléguer. Au moins, tu connais vraiment les gens avec qui tu travailles, quoi, pour le Ouais, coup. exactement. Puis comment interagir avec la personne. Si la personne est susceptible, si elle est colérique, Bien sûr, si elle est ok. détendue, on se comporte pas. Enfin, tout le monde, on s'adapte, hein, comme dans la vie de tous les jours, même hors du métier de pilote. On Bien sûr. s'adapte avec notre interlocuteur. Et ça, dans l'armée, c'est quelque chose qu'on peut facilement faire parce qu'on connaît les gens. Dans le civil, on connaît pas du tout la personne à qui on vole, quoi. Alors, il se peut qu'on ait déjà volé avec elle, mais c'est quand même assez rare, moi, tu vois. Bon, avec le Covid, c'est un peu particulier, mais sur 2 ans d'exploitation chez Air France, j'ai revolé avec très peu avec les commandes de bord. Ça m'arrive une ou deux fois de revoler avec quelqu'un avec lequel j'avais Ouais. déjà volé, mais c'est quand même pas la majorité du temps, donc on connaît pas les gens et c'est pas grave. Les procédures sont faites pour ça, on s'adapte, mais c'est un peu voilà, c'est un peu différent. Ouais, bah, de toute façon, chez Air France, t'arrives pas à 8 heures et on me dit pas, bon, bah écoute, il n'y a rien à faire, tu vas faire du sport avec avec ton futur copilote ou Ah non, non, non. ça arrive pas comme Ouais, ça. c'est Alors, la grosse différence. Ouais. pour, Dans l'armée, ouais. c'est ça. Pour aller rebondir sur ce qu'il y avait dans l'armée, du coup, un des rôles de la partie sport, en tout cas sur la base d'Orléans, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, je ne vais pas parler en leur nom. En tout cas, ce qui est fait en tout cas dans l'armée de l'air, c'est l'objectif, c'est essayer en plus de créer du renforcement musculaire pour les pilotes en fonction des contraintes et des équipages plus généralement. Ce qu'on essaye de faire, c'est créer aussi de la cohésion. Ce qui est important au final, si toi tu ressens un manque de cohésion chez Air France et plus de cohésion dans l'armée de l'air. Alors tu me diras si c'est le cas ou pas. Mais en tout cas, nous, notre rôle, c'est via des sports collectifs qu'on pouvait faire, en fonction des infrastructures aussi qu'on avait, essayer de proposer du sport collectif avec du renforcement musculaire derrière, pour qu'il y ait une partie de cohésion qui se travaille, ce qui est toujours sympa, qui ne se passe pas que autour d'une bière après un vol. Et après, une partie renforcement musculaire pour essayer de cibler un petit peu les contraintes particulières de chacun. Toi, du coup, est-ce que tu as l'impression que ce qui a été fait en sport au niveau de l'armée, ce que tu as pu vivre au niveau physique, que ce soit en école ou en escadron, on a essayé de faire quelques séances, mettre en place quelques séances de sport collectif, pas moi personnellement, mais d'autres moniteurs qui étaient en charge du Touraine. Est-ce que tu as senti une plus-value à faire du sport avec les équipages? Et est-ce que tu trouves qu'il y a une différence par rapport à ce que tu peux retrouver dans le civil? Et comment tu essayes d'y pallier? Et si tu peux y pallier au niveau cohésion, en tout cas. Bah ouais, alors, si on doit comparer le monde civil et militaire, de ce côté-là, il y a une énorme différence. Alors moi, je vais parler de la formation civile parce que c'est de la formation militaire, c'est celle que j'ai eue. Ouais,
Tout le long de la formation militaire, il y a des journées en école, hein, des journées, des créneaux sport qui sont prévus. Énormément au début, un peu moins vers la fin de formation quand on est en spécialisation. Par-dessus les séances de sport, il y a des séances de top qui nous permettent de développer nos aptitudes. On va dire ce qu'ils appellent ça des aptitudes non techniques, quoi. C'est le travail en équipage ou le travail déjà sur soi-même, quoi. Ouais. Savoir se calmer, gérer ses émotions, Ça, à la se limite, tenir un peu. on y reviendra un petit peu après sur la partie mentale. Ouais. Ouais, on va rester sur la Et partie ensuite, physique, comme ça, au moins, on dissociera un petit peu les deux. ouais, pas de problème. Et ensuite, ouais, en unité, tu as toujours des séances de sport qui sont prévues. Donc, ce que je disais, Ouais. t'as pas toujours de l'activité aérienne ou de l'activité tout court, même au sol. Donc, tu as du temps pour te prévoir des activités sportives. Et là, c'est intéressant quand tu fais ça avec les membres de l'unité, que toujours pareil pour travailler la cohésion, parce que c'est bien d'être ensemble sur les manips, pas toujours hyper réjouissantes, quoi. Mais quand on peut s'éclater, faire une séance de sport co tous ensemble. Comme tu dis, c'est pas toujours à l'heure de la bière, ça peut faire du bien quand même aux membres de l'escadron de se retrouver autour une bonne tranche de rigolade. Nous, on faisait du sport aussi le soir à la débauche, on se retrouvait après 17h faire des petits foot en salle, des trucs comme ça, et c'est assez important pour souder les équipages. Je sais, quand on est en unité, là, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais en gros, tu avais une salle, des salles pilotes, des salles loadmaster, Ouais. une salle loadmaster. Quand tu te mélanges, quand toutes les spécialités se mélangent, ça permet de créer un brassage, quoi, ce qui fait qu'on n'est pas en vase clos. C'est quand même plus intéressant, plus enrichissant, et tu découvres un peu les autres personnes qui après viendront te parler plus facilement de leurs contraintes, tout ça. Donc c'est intéressant. Tu capitalises un peu sur le travail que tu auras après à faire en vol, quoi. La sympathie et la communication que tu facilites en faisant du boulot au sol, elle te servira Ouais, bien sûr. plus tard en vol. Donc voilà, c'était assez présent quand même dans la préparation physique dans le milieu militaire est quand même omniprésente, quoi, à des moments plus qu'à d'autres. À la fin, je te dis, l'école, c'est là où c'est peut-être le moins présent. C'est là où tu fais du travail vraiment personnel, mais après en unité, le service des sports d'Orléans était assez présent pour nous forcer justement à entretenir le truc, quoi. Bon. Après, dans la vie civile, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que une compagnie aérienne t'embauche pour piloter. Donc, elle te convoque au travail que pour piloter, quoi. Donc, elle te convoque au travail pour ton briefing. Une fois que ton vol est terminé, bonne journée, au revoir, au prochain, Ouais. quoi. On se retrouve au prochain briefing. Donc là, Donc, t'as pas du tout. tu n'es plus militaire, tu n'es plus officier, tu es pilote à presque temps plein, pas temps plein, mais tu Ouais, es exactement. employé à 100% sur ta capacité. Exactement. Le métier de militaire, c'est un métier à plein temps, 24/7/7. Le métier de pilote civil, parce que c'est les règles civiles, ça peut pas être ça. Donc, on a des jours où on travaille, des jours où on travaille pas. On peut travailler 4 jours d'affilée, être au boulot en escale, en découché ailleurs, mais quand on n'est pas au travail, on n'est pas au travail. Donc, et puis on vole toujours avec des personnes différentes. Ouais. Donc la boîte peut pas nous imposer, c'est-à-dire qu'elle va pas nous créer des jours de travail pour la création d'une cohésion, pour découvrir nos collègues, tout ça. On a des journées en rentrant une semaine ou deux en rentrant dans la compagnie qui vont nous présenter, où ils vont nous présenter les différents services, les gens qui nous Ouais. entourent. Et après, les collègues, basta, quoi. Tu voles avec eux et c'est là que tu apprends à les découvrir. Donc c'est quand même beaucoup moins, il y a moins de présence de cohésion. Après, ils essaient de cultiver l'esprit d'entreprise avec des mails, des communications, des petites journées, des journées flottes. Avant le Covid, il y avait ça. Donc là où on se réunit, ça permet de discuter des points de sécurité des vols, Ouais. des points particuliers qui sont découlés sur le coup de l'année, dans le cours de l'année. Mais à part ça, t'as pas de cohésion et du coup, t'as pas d'activité sportive, quoi. Donc, Ok. la compagnie va pas te créer une journée de travail pour venir faire du sport. Donc, Ouais, si non, tu veux c'est faire à du vous sport, d'être en forme, mais enfin de remplir les critères au niveau ouais, NATSI. Enfin, exactement. Bah, à la limite, ouais, la compagnie aérienne te demande même pas d'être sportif. Elle te demande juste d'avoir ta licence, ta validité médicale, quoi. ouais. Donc, après, si toi, tu penses que c'est mieux en faisant du sport, ce sera du sport côté personnel, tu peux tout à fait, à ta propre initiative, demander à des collègues d'aller faire du sport en escale ou à ton domicile, mais ce sera jamais quelque chose de prévu en compagnie, ce sera jamais dans le cadre Ouais, de la bien sûr. compagnie. Donc la préparation physique dans le civil, c'est quelque chose d'inexistant, quoi. C'est pas du Ok. tout dans les préoccupations de la boîte. Voilà, là, nous, ce qu'on disait, c'est qu'on essayait de mettre en place le sport pour la cohésion. Donc, c'est à la fois, on va dire, physique et mental, qu'il y ait des bonnes relations entre les individus. C'est même plus mental que physique.
Après, on mettait ça grâce à du sport et du coup, il y avait quand même une dépense énergétique qui se faisait. Et derrière, on avait une réelle volonté quand même, c'était de vous apporter du contenu sur tout ce qu'on pouvait vous donner par rapport aux contraintes que vous aviez. Donc, les contraintes physiques qui sont liées au pilotage. Donc, de ce qui en ressort de la dernière fois où on a discuté, c'est que quand même, il y a plus de contraintes physiques liées au pilotage quand tu es dans le civil, quand tu es dans l'armée. Après, c'est parce que tu n'as peut-être pas fait de temps de guerre, on va dire entre guillemets, et peut-être qu'en temps de guerre, on te demanderait de voler bien plus sur machine. Là, c'est pas le cas pour l'instant, donc on va dire que est-ce que tu penses qu'il y a plus de contraintes physiques quand tu es dans le civil que quand tu es dans l'armée ou pas du tout, en lien avec le pilotage? Ouais, bah alors quand tu es dans l'avion, ce qu'on avait dit, ouais, c'était. Alors l'A400, là, c'est un avion qui est quand même assez grand. Tu évolues dans un environnement qui est quand même. Enfin, au sein de l'avion, une fois que tu en vol, c'est quand même hyper contrôlé. Tous les gens que tu as dedans, dans l'avion, qui sont présents à bord, tu as confiance en eux, que ce soit même les passagers ou les membres d'équipage. Bien sûr. T'as pas de. La porte du cockpit n'est pas verrouillée. Sur la 400, le cockpit est assez grand. On part, nous, à l'époque, on partait toujours à deux, enfin, trois ou quatre pilotes. Donc, tu avais toujours quelqu'un, si tu voulais te lever pour une durée prolongée, pour te remplacer. Tu avais Ouais. la place pour te dégourdir les jambes, pour t'étirer, tu pouvais faire un tour de soute pendant le vol. Tu pouvais t'allonger un petit peu sur la banquette. T'avais vraiment de ce côté-là une liberté. Tu avais des temps de repos qui n'étaient pas préétablis. C'est-à-dire que si toi, tu te sentais un petit peu fatigué et que tu devais faire l'atterrissage à destination, tu pouvais tout à fait prendre une demi-heure, une heure pour aller te reposer un petit peu sur la banquette à l'arrière. Ouais. Donc, tu as vraiment une liberté de mouvement, déjà un poste de pilotage qui est quand même assez grand sur la 400 et une liberté de mouvement dans l'avion qui est quand même, bah, t'es pas restreint, quoi. Donc, ça, c'était quand même intéressant. Dans le civil, la contrainte, elle est un peu différente. Déjà, tu as les postes de pilotage qui sont beaucoup plus petits parce que ce qui intéresse les compagnies, enfin, déjà les constructeurs, c'est de mettre le maximum de sièges passagers Oui, derrière. Donc, tu as ouais, exactement, d'optimiser l'espace. Donc, tu as des sièges des cockpits qui sont tout petits. Et surtout, t'as la notion de sûreté que t'as pas tellement dans l'armée, c'est que les passagers que tu transportes, tu ne les connais pas, tu sais pas qui c'est, tu peux pas ratifier. Donc il y a une porte blindée entre le cockpit et les passagers. Et Ok. il y a des mesures de sûreté qui ont été créées en plus après le Germanwings, le crash qu'il y a eu dans les Alpes là. Ok. Donc où un pilote n'est pas censé rester tout seul dans le poste. Donc à chaque fois que tu veux sortir du poste de pilotage, faut appeler Ah oui. un membre Ah oui, en plus. d'équipage, une hôtesse pour qu'elle te remplace au poste. Donc c'est assez lourd comme procédure. Donc en fait, tu essayes de pas t'éterniser en dehors du poste. Et dans le poste, t'as pas beaucoup de place. Donc tu peux pas marcher librement, tu peux pas tellement te dégourdir les pattes. Sur moyen courrier, hein, je pars, on est que deux pilotes, Ouais, ouais. t'as pas beaucoup d'espace. Et quand tu sors dans la cabine, t'es quand même entouré de passagers. Donc c'est pas, tu fais pas de son extension, quoi. Il faut quand même, tu représentes la compagnie aérienne et les opérations pendant toute la durée du vol. Donc t'as pas la liberté de mouvement, quoi. Tu dois quand même être contenu, assurer un service, une qualité de service. Donc voilà, ton boulot, Ouais. c'est quand même de rester calme et de piloter l'avion. Donc tu sors du poste quand pour des besoins physiologiques, on va dire. Mais tu vas pas t'absenter une demi-heure, trois quarts d'heure comme tu pourrais le faire sur la 400 pour t'étirer, te reposer ou tout ça sur moyen courrier. Après, les vols sont quand même globalement moins longs. Mais les journées peuvent être assez longues sur moyen courrier, quoi. Tu peux avoir des temps de service jusqu'à 12 heures, donc ça peut être Ah oui, quand même. Ouais, en plusieurs étapes, hein, bien sûr, mais ça peut ouais. être Ouais. assez long. Ouais, bah, si tu es 12 heures, entre guillemets, à poste, si je peux dire, c'est sûr que 12 heures assis, ben, c'est pas idéal, quoi. Surtout que après, derrière, tu dois te réactiver, tu dois rebouger, Ouais, en 12 heures ou plusieurs étapes, en général, tu as des escales, hein, donc pendant les escales, tu vas faire le tour avion si c'est ton tour, ou donc tu peux marcher un petit peu, mais en tout cas, quand tu es dans l'avion, la partie vol pur, tu as moins de liberté de mouvement Ok. que sur la question, quoi. Ouais. Est-ce que tu ressentais, du coup, si tu avais lié à ton activité de pilote militaire et officier, on va englober les trois, est-ce que quand tu étais dans l'armée, tu ressentais des douleurs qui étaient liées à tes activités, douleurs particulières, épaules, dos, genoux, des problèmes que tu penses que c'était à cause de l'armée ou Non, enfin, pas de problème physique particulier parce que dans l'armée déjà, ce que tu disais, t'avais une liberté de mouvement assez importante. Donc quand tu sentais une gêne avant d'avoir la douleur, tu pouvais bouger. Et puis sans en arriver jusque là, tu avais quand même des tours de repos. On restait rarement dans la même position de façon Ouais, assez prolongée. ok, Donc j'ai jamais eu de problème, quoi. J'ai eu le problème plus tard, une fois quand j'avais quitté l'armée, quand je suis allé travailler dans l'Europe de l'Est là, sur une compagnie qui exploitait des avions moyen courrier également. ouais, Et là, avec des gros plannings, beaucoup d'heures de vol dans le mois, à la fin,
ça tire un peu dans le dos, quoi, parce que tu restes dans une posture assise qui est pas en plus hyper ergonomique, t'es un peu replié sur toi-même. Ouais. Donc là, à la fin, des comptes, quoi, des douleurs dans le bas du dos, quoi. Et tu cumulais Et combien d'heures de vol sur cette compagnie? Le plus que tu aies pu faire en moyenne, enfin, une grosse ouais, moyenne, on va dire. l'été, tu faisais entre 95 et 100 heures par mois, et l'hiver, tu faisais 75 heures, à peu près 75-80 heures par mois. Donc on volait quand même beaucoup. Ouais. On volait avec des horaires. Enfin, je te disais, l'armée, la plupart du temps, les décollages, c'était quand même à 8 heures heure français. Donc, même si tu te pointais au briefing à 6 heures, c'était quand même raisonnable. Ouais. Les vols civils, du coup, enfin, il n'y a plus d'horaire vraiment, quoi. Tu peux décoller à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Tu peux décoller. Tu as des vols qui partent en général à 7 heures. Donc, pour ça, il faut briefer à 4 ou 5 heures. Tu as des décollages à 14 heures qui vont jusqu'à minuit. Tu as des décollages à 23 heures qui vont passer toute la nuit en vol et qui vont rentrer à 7 heures du mat. Ouais. Donc, tu alternes en gros entre tous ces types de vols, quoi. Ça dépend de ton planning, en fait. Et t'as pas de régularité. Tu peux avoir un vol du matin, suivi d'un vol du soir, suivi d'un vol de nuit. Ah oui, d'accord. Donc, sur ton horloge biologique, il y a du boulot aussi. Il faut se reposer quand t'es à la maison. Mais... Ah ouais, bon, ça c'est bien parce qu'en étant militaire, tu as appris à te reposer rapidement, normalement, Ouais, à c'est ça. optimiser tes temps de repos. Ouais. Ça c'est tant mieux. Je sais plus ce que je voulais dire, je voulais rebondir sur un truc, c'est pas grave. Est-ce qu'on, donc par rapport à Air France, du coup, on l'a un petit peu évoqué, le quotidien, du coup, tu disais que tu avais entre 80 heures de vol en moyenne, on va dire, dans ton compagnie d'Europe de l'Est. Est-ce que quand tu comptes les 80 heures par mois, tu comptes en plus les heures de briefing d'avant-vol? Non, non, non. Ça, c'est quand en heure, là, je te parlais vraiment d'heures de vol. Donc, 95 100 heures par mois, c'est vraiment pur. C'est ce que tu mets dans ton carnet de vol à la fin du mois. Ok, Dans le pays de l'Est, là, on avait on venait, je crois, 1 heure et quart avant le décollage à l'avion. donc Enfin, à la compagnie, pardon. ok, Par exemple, vraiment décollage à 7 heures. Tu venais à 5h45 à la compagnie, quoi. Plus temps de trajet, plus machin, le temps de te préparer chez toi. Donc, ok, tu pouvais ouais. te lever assez tôt. Chez Air France, pour moyen courrier, c'est 1 heure et demie avant le décollage. Donc, voilà. Ok. Et donc là, ça va nous faire rebondir un petit peu sur les contraintes mentales. Tu arrives 1 heure et demie avant, tu sais pas avec qui tu vas voler, donc tu sais pas si le mec, enfin, tu sais pas qui c'est, Ah grossièrement. non, non, c'est ça. Sur un vol militaire, tu prépares ce que je disais, ton vol 2 semaines à l'avance. Les escales, machin, ton équipage, il est connu depuis longtemps. C'est en plus un équipage que tu connais bien en général. Ouais. Dans le monde civil, pas du tout. Au milieu du mois N-1, tu as ton planning qui est en train de te mettre sur des rotations. Ensuite, quand ton planning est définitif vers la fin du mois, t'as tes équipages, la plupart du temps que tu connais pas, Ouais. avec tes heures de décollage, et toi, à toi de te présenter 1 heure et demie avant le décollage au siège d'Air France à Charles de Gaulle pour le briefing, quoi. Donc, Et un briefing en après. gros, vu que tu briefes à 1 heure et demie avant le décollage, quand tu es 2 heures avant le décollage, normalement, enfin, t'as pas connaissance de la météo, des consignes particulières du vol, de ta compo équipage, tout ça, tu le découvres, tu es censé le découvrir au briefing. Donc là, pour le coup, tu arrives les mains assez libres au Ouais. briefing, tu t'assois et tu commences à compiler les données pour ton vol de la Donc, journée. ça te demande un temps d'adaptation, on va dire rapide, mais je pense que dans tous les cas, il y a une formation qui est faite, que ce soit militaire ou civil, où les mecs, enfin, vous êtes les premiers à apprendre à vous adapter très rapidement, donc à intégrer le plus d'informations le plus vite possible pour que tout se passe le mieux possible, grossièrement. Par contre, peut-être un avantage quand tu es dans l'armée, c'est que si tu prépares ta mission, au moins tu connais un peu tous les tenants et aboutissants de ce que tu vas faire, alors que dans le civil, c'est des gens qui font ça pour toi. Ouais, alors dans l'armée, tu évolues dans un environnement où tu es quand même t'es moins entouré, quoi. T'es un peu plus autonome une fois que t'es parti en mission. C'est le commandant de bord qui doit se dépatouiller un peu, enfin l'équipage qui doit se dépatouiller un peu avec les petits problèmes qu'il va rencontrer. Ok. Et c'est pas parce qu'un avion va à un endroit que sur place, il aura toute l'assistance nécessaire pour faire ce qu'il a à faire. Je pense au plein, chargement, déchargement. Si tu as une palette qui est plutôt lourde, il faut un loader qui soit capable enfin, en gros, un chargeur qui soit capable de la prendre en compte, tout ça. Et tout ça, c'est à toi de gérer, quoi. Ok. Parce que personne ne va le faire pour toi, tout simplement. Dans le civil, c'est un peu plus ça roule, quoi. Tout est sur des rails. C'est-à-dire que le jour où la compagnie ouvre une destination, elle va faire une étude de ligne. Elle va payer une escale à destination. Il y aura des gens qui sont chargés de ta préparation mission, des gens en fait te gaver un peu ton iPad avant de partir en vol pour ton Ouais. briefing. Et toi, quand tu vas arriver au briefing, tu auras toutes tes informations
à un format hyper standardisé, ce qui permet d'avoir une lecture assez rapide des informations essentielles Ouais. et de t'y retrouver facilement. Et une fois que tu es au cours pendant la mission, là, si jamais tu as un imprévu, tu as des interlocuteurs qui sont toujours les mêmes, qui sont chargés de résoudre certains de tes problèmes, donc tu sais toujours qui appeler. Ouais. Et les mecs, c'est leur boulot à plein temps. Par exemple, si tu as en période estivale un créneau imposé de décollage qui est 2 heures après ton heure de départ prévue, tu as une cellule qui est dédiée à ça, tu l'appelles et lui, son boulot, c'est de te faire partir à l'heure. Donc, tu as des gens qui sont spécialisés, Ouais. Ok. bien formés et compétents dans chaque service et qui sont chargés de t'assister pour la bonne conduite du vol. Donc, toi, ton boulot, c'est vraiment Ouais, tu peux relâcher de, un petit de peu. conduire. Ouais, ton boulot, c'est vraiment de conduire le bus, si j'ose dire. Et puis, autour de toi, tu as des gens qui sont là pour mettre de l'huile un peu dans les Ouais. rouages et tout est un peu autonome, quoi. Ça tourne sans toi, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'armée, quoi. Ouais. Et ça, pour toi, tu trouves que c'est quand même un luxe par rapport à l'armée d'avoir. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une logistique qui est meilleure? Non. En tout cas, c'est une logistique qui a des ambitions un peu plus de rendement, enfin, qui a des objectifs de rendement. L'armée aussi, Ouais, mais en fait, on va vraiment se focaliser sur la mission. On va essayer de monter la chose différemment que dans le civil où on divise le plus possible de travail pour être le plus rentable possible, quoi, grossièrement. ouais, c'est ça. C'est différent. Dans l'armée, nous, quand on passait, tu as un avion qui prend 35 tonnes de fret sur une escale et qui n'est pas forcément dimensionné pour. Tu as des contraintes qui sont différentes. Le civil, c'est une énorme machine bien huilée avec énormément de mouvements et tu joues ta ponctualité à plus ou moins une minute. C'est-à-dire que si tu veux partir à 13h30, si tu pars à 13h31, le système considère que t'es plus à l'heure, Ouais, quoi. Donc, tu es vraiment à la recherche de ponctualité. Vraiment, tu travailles pas du tout avec les mêmes marches, quoi. Un avion militaire qui part avec une demi-heure de retard, bon, bah, il est à l'heure et ça intéresse personne. Une demi-heure de retard, c'est cadeau, quoi. ouais, Un avion civil qui part avec une demi-heure de retard, ça engendre énormément de problèmes, quoi. Si tu es sur un retour sur Paris, tu peux avoir des gens qui ratent des correspondances long courrier, des passagers à reloger sur Paris. Ça engendre des frais et une demi-heure de retard, c'est quand même assez conséquent. Donc les gens se battent pour faire partir les avions à l'heure et du coup, ouais, ça marche. Normalement, tout marche assez bien, quoi. ok. C'est ouais, le but ultime, c'est quand même la sécurité des vols et ensuite d'assurer un service de qualité et ponctuel aux passagers qui voyagent avec nous, quoi. Que ce soit n'importe quelle compagnie, en général, c'est le même but, hein, c'est la sécurité des vols, et ensuite la ponctualité et le service, quoi. Ouais, bah oui, c'est sûr. Ce que les militaires, nous, on a l'habitude d'attendre. Déjà, quand on prend le train avec la SNCF, on sait jamais à quelle heure on arrive. Donc, un A400M qui arrive en retard ou qui part un peu en retard, on n'est plus à ça près. Ouais, exactement. Dans l'armée, c'est pas du tout les mêmes considérations. Par contre, la sécurité des vols est présente de toute manière dans l'armée Ah, de ça, l'air. c'est sûr, bien sûr. Et c'est de toute façon la priorité de n'importe quel navigant, civil ou militaire. Ensuite, les considérations ops ne sont pas les mêmes, quoi. Bien sûr. Et, ouais. Militaire, et je me souviens plus exactement ce qu'on avait. Nous, quand on était en logistique, c'était quand même assez moindre, mais tu pouvais accepter de perdre une demi-heure pour quelque chose qui allait te faciliter la vie. Ouais, Dans ouais. le civil, pour perdre une demi-heure, il faut vraiment que ce soit très important, il faut que ce soit indispensable même. Ok, ouais. Oui, et que ça mette en cause souvent la sécurité, sinon, il n'y a pas de raison que Ouais, ça voilà, parte pas, si quoi. tu perds pas une demi-heure Ok. pour quelque chose dont tu peux te passer, quoi. Bah oui. Je voudrais alors trois derniers points qu'on va aborder rapidement. C'est la partie opérationnelle, la partie mal de dos et la partie top. Et je pense que ce sera déjà Ouais. bien. Au niveau de l'opérationnel, donc ce que tu disais la dernière fois, c'est que tu n'avais pas forcément eu la chance de faire beaucoup d'opérationnel. Après aussi, c'est que la période ne le voulait pas et que bah, tu étais quand même assez jeune dans l'institution. Ce que je voudrais quand même savoir ou ce que serait sympa d'évoquer, c'est est-ce que si jamais on entre sur une période opérationnelle plus longue ou s'il y a un engagement qui se crée ou une ouverture de théâtre à droite ou à gauche, comme on a pu voir par exemple avec l'Afghanistan, est-ce que d'un coup les contraintes des pilotes vont évoluer au niveau du temps de vol, au niveau de la contrainte mentale, de la charge mentale, de la charge physique, ou est-ce que, je pense que la réponse est oui, mais est-ce que tu peux en parler du coup? Ouais, alors moi effectivement ce que je disais, moi j'ai fait des missions opérationnelles, mais c'était du logistique parce qu'à l'époque la 400 n'était pas capable de faire autre chose, fait un petit peu de terrain sommaire, un petit peu de tactique en Irak, mais c'était quand même gentil par rapport à ce que l'avion va pouvoir faire plus tard. Ouais. Après, dans un cadre opérationnel, ça on l'avait vu, on l'avait entendu des équipages qui avaient volé sur Transal, Hercule, et qui volaient en même temps que moi sur la 400, c'est que bien sûr, la priorité, c'est la sécurité des vols dans l'armée, mais le curseur, tu peux le déplacer en fonction de la contrainte opérationnelle, quoi. Ouais. Si tu es sur une mission de routine, logistique, avitaillement d'une base avancée en Afrique et que le contexte
c'est assez safe, si tu veux. Il n'y a pas de raison de pas prendre son temps, de pas faire les choses bien et de pas prendre des marges de sécurité pour être sûr que tout se déroule au mieux, quoi. Si tu t'évolues dans un environnement tactique assez dense, avec des menaces, tout ça, là, les considérations sont un peu différentes, quoi. En Afghanistan, je sais pas comment ça s'est passé, j'y étais pas. Mais tu peux imaginer que dans un environnement ops comme ça, par exemple, les temps de repos sont un peu modulés. Oui. Tu acceptes des écarts qui, en temps normal, ne seraient pas acceptés, quoi. On a vu, je crois, un avion de l'armée américaine qui a pris, je sais plus, 2 ou 3 fois plus de passagers que ce qui peut en temps normal. C'est ce genre d'ajustement que tu fais. C'est réfléchi, hein, ça, normalement, ça ne met pas en jeu la sécurité des vols. Mais C'est la juste des sécurité n'est ajustements ouais. opérationnels qui peuvent être faits, quoi. Ok, ouais, c'est pas optimisé, mais du coup, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on En essaie fait, on dit, de. bah voilà, la contrainte, il faut réaliser aujourd'hui, l'impératif, c'est de réaliser la mission. Donc, ça dépend de la gravité de la mission. Si la mission, c'est d'aller secourir des gens qui sont en danger immédiat et que si tu vas pas, ils risquent d'y rester, là, quand tu envisages différemment de la sécurité de ton vol. Mais Toi, tu avais fait une intervention sur Irma, c'est ça? ouais, j'avais fait Yarma, effectivement, à Saint-Martin, après le passage du cyclone. Ouais, du coup, t'avais eu des changements de consignes. Il y avait une mission qui était prioritaire à autre chose. Il y avait. Non, bah là, à l'époque, si tu veux, le danger était passé, donc il fallait rapatrier les gens, mais Ouais. t'avais plus de danger immédiat, c'était un peu différent, quoi. L'Afghanistan, il savait que fin août, il n'y avait plus d'avion, quoi. Nous, au Yarma, on n'était pas contraints par ça, on n'avait pas de date butoir, Ok. donc on ramenait les gens au rythme où on devait les amener. Notre mission prioritaire, c'était d'ailleurs pas de ramener des gens, De c'était déposer du d'amener du matériel, non? matériel, Ouais. du vivre, de l'eau, tout ça pour que la reconstruction et la survie des gens sur place puissent se faire. Après, on utilisait les voyages retour pour ramener des gens parce qu'on ne voulait pas rentrer à vide. Ouais. Mais il n'y avait pas de contraintes, tu vois, il n'y avait pas assez de contraintes, enfin, il n'y avait pas assez de contraintes OPS pour ramener à tout prix plus de gens par voyage, quoi. Oui, oui. Quand tu as une date butoir comme ils ont pu avoir en Afghanistan, là, tu considères peut-être les choses différemment. Tu dis, bon, ben voilà, il faut qu'on ramène le plus de gens possible. Jusqu'à quel point c'est acceptable pour la sécurité des vols de charger l'avion, quoi. Ouais. Alors c'est là Tu où. raisonnes, Vas-y, c'est la vas-y. maîtrise du risque, ça. C'est du risque, tu essayes de. Dans l'armée, ils appellent ça la gestion du risque opérationnel. Voilà. C'est en gros, tu dis, ben voilà, est-ce que c'est acceptable de faire ça, de dévier de nos procédures, de dévier de nos limitations usuelles, temporairement pour atteindre le but de la mission, quoi. Ouais. C'est là où, par rapport aux civils, je pense que, sauf s'il y a un gros cataclysme et qu'on demande peut-être aux avions d'Air France de faire de l'action auprès des populations, mais ça m'étonnerait. Mais là où les militaires, par exemple, du jour au lendemain, on peut passer d'un 8h, 17h classique avec pas trop d'activité à OK, ben là, il faut déployer tous nos avions sur l'Afga parce qu'il faut récupérer le plus de monde possible avant la date butoir. Et de ce que j'ai eu comme info, je pense que les mecs qui étaient responsables de tout ce qui était logistique à ce moment-là, ils ont pu compter leurs heures. Parce que justement, là, enfin, le fait d'être militaire, c'est que du jour au lendemain, s'il y a quelque chose qui se déclenche, ben là, ta charge mentale, elle va prendre d'un coup, elle va évoluer. Ta charge physique, naturellement, ça va venir avec la fatigue, etc. Plus si tu te déplaces beaucoup ou quoi. Donc, c'est là où, par rapport à Air France, il y a un peu plus de luxe, ou en tout cas, tu n'as plus la contrainte opérationnelle parce que naturellement, tu n'es pas militaire, quoi. Ah oui, bah, ça, c'est l'essence même de l'armée, de l'aviation militaire, c'est d'être malléable, réactive d'avoir les mains assez libres sur les normes, quoi. Nous, la compagnie ne peut pas nous demander de travailler 72 heures d'affilée sans temps de repos, tout ça, c'est déjà parce qu'elle peut pas, quoi, parce qu'il y a des lois. Bien sûr. Et donc, elle a les mains prises par rapport à ça, et les pilotes ne sont pas nécessairement formés à ça, parce que tu as des gens qui viennent de tous les horizons. Tu dois évoluer dans un cadre assez sûr. Il y a des gens qui travaillent à la sûreté, qui évaluent les escales à l'ouverture de ligne ou même en exploitation normale. Il nous arrive de fermer des lignes après des événements sécuritaires. Donc là, pour le coup, nous, on accepte rarement d'ajuster ou alors très, très faiblement le curseur de la sécurité des vols en fonction de la contrainte opérationnelle, quoi. C'est quelque chose que, pour le coup, qui est beaucoup plus visible dans l'aviation militaire, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que ça existe, quoi. C'est quelque chose qui est assez réactif. Les équipages, tu peux leur demander la Lune, c'est ce que je te dis, d'abord, t'es militaire, ensuite t'es officier, et ensuite t'es pilote. Bon, bah, ton métier, c'est de piloter des avions dans l'armée, mais tu restes avant tout militaire, Et tu vas et le obéir temps de aux ordres, service quoi du qu'il arrive. militaire, ouais, voilà, le temps de service du militaire, il est extensible, hein, donc, Bah oui. quand il faut aller sauver des gens, je veux dire, je pense que tous les militaires sont contents de le faire, mais il n'y a plus vraiment de limites, si ce n'est après les limites de l'humain, quoi. Tu peux pas rester réveillé 10 jours d'affilée, Ouais, mais ouais. chacun fait son possible, quoi.
Eh ben, écoute, ça fait une très bonne transition justement sur. Je voulais parler de la posture assise, mais on viendra à la fin dessus. Ça fait une bonne transition sur la partie top, donc les techniques d'optimisation du potentiel qui ont été mises en place dans l'armée. Je crois que dans l'armée, on n'a plus le droit d'utiliser ce terme maintenant. C'est devenu une abréviation civile qui a été reconnue. Donc, on va en parler parce que nous, à l'époque, on utilisait ça. Donc, en gros, pour faire simple sur les techniques d'optimisation du potentiel, grossièrement une boîte à outils qu'on apporte à tous les personnels de l'armée de l'air, même si dans un premier temps, on essaye de cibler des personnels qui ont tendance à plus les utiliser, tout ce qui a un lien avec l'opérationnel. Donc, en gros, ça va être basé sur des exercices de respiration, de relaxation et d'imagerie mentale. Et on essaie d'apporter le plus d'outils possible à nos personnels pour qu'ils arrivent à les utiliser eux-mêmes en autonomie ou alors avec des séances particulières ou séances collectives. Mais l'objectif quand même, c'est d'utiliser ces outils-là en autonomie. Donc les outils, c'est surtout pour essayer de, à chaque fois, se remettre dans une zone de stress optimale. Grossièrement, il n'y a pas que ça, mais sur ce qu'on utilise, en tout cas sur ce que beaucoup de personnes qui travaillent dans l'aviation et sur des petites situations qui sont rapidement stressantes, c'est essayer de se remettre au bon endroit, au bon moment, en tout cas mentalement, et essayer de récupérer justement, de ne pas être en hyper-stress ou pas être en hypostress. Alors, je parle de ça parce que justement, on en avait parlé avec Alexis la dernière fois. Toi, comment tu as vécu les tops dans l'armée? Au début, j'imagine que tu arrivais à Salon, tu as dû avoir des séances, si je dis pas de bêtises. Ouais, sur la fin de la formation, c'est quelque chose qui est venu assez progressivement. Au début, bon, c'était pas vraiment la priorité. Au début de ta formation de militaire, la priorité, c'est Ah oui, plutôt de te oui. faire ramper dans la boue. Mais rapidement, en fait, ça vient en même temps que la formation de pilote, quoi. Ok. Donc, rapidement, tu es sensibilisé au top. C'est une technique au début que tu connais pas du tout. C'est un peu, ça te paraît un peu étrange. Et puis rapidement, c'est quelque chose que tu apprends à découvrir et puis auquel tu te spécialises un petit peu pendant ta spécialisation avion, en fait. Quand tu arrives par exemple à Salon, bon, c'est, je dirais, de la découverte. Et à Cognac, ça a poussé le truc un peu plus loin. On en avait vraiment toutes les semaines. Je sais plus, c'était 2 heures une heure ou 2 heures par semaine. Donc, Ok. ça permet de découvrir bien, parce que ça dure quand même un an et demi, Cognac. Donc, tu découvres bien là, quand même le domaine du top. C'est quelque chose sur lequel tu capitalises un petit peu à avoir là en école de transport, là que tu utilises. Tu fais des séances de temps en temps, un peu moins fréquemment qu'à Cognac, mais le but c'est quand même entretenir le truc. Et Ouais. en unité aussi, le service des sports d'Orléans, là, de temps en temps, nous faisait des petites piqûres de rappel, là, donc top. Et c'était quand même assez intéressant, quoi. Ok. Bon, pour les militaires, il n'y a pas que les services des sports qui peuvent faire des séances de top. Il y a des formations, alors je ne pourrais pas dire le terme, je ne le connais pas. Il y a des formations qui sont toujours proposées dans ce domaine-là. Et n'importe quel militaire sous-officier, si je ne dis pas de bêtises, peut se former. Donc, n'hésitez pas, c'est très intéressant. La formation est intéressante. Après, vous êtes moniteur, vous pouvez faire ça dans vos unités. Je prends l'exemple de certains pompiers, de certains même pilotes qui ont fait cette spécialité en plus là. Et du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au final, c'est mis en place, bon, peut-être après Salon, parce que Salon, on est sur du militaire officier au début. Il y a une sensibilisation qui est faite en général, mais pour tout le monde. Et après, on met un peu plus l'accent sur les personnels navigants, notamment vous les pilotes. Et je pense que ce qu'a bien fait le service des sports de Cognac, justement, c'est de proposer, ou si c'est pas le service des sports, les moniteurs top de la base de Cognac, c'est d'essayer de vous proposer le plus d'outils dont je parlais tout à l'heure. Et c'est pour que chacun s'approprie une technique, un outil, un ensemble de techniques pour être le plus optimal. Si jamais il a une partie stressante, une partie où il a besoin de se concentrer, ou peut-être juste des problèmes de sommeil, qui comprennent un petit peu comment fonctionne le sommeil et qui s'approprient, je me répète, mais qui s'approprient les techniques pour avoir un meilleur endormissement, etc. Toi, particulièrement, est-ce que tu te sers de ces techniques? À quel moment? Et est-ce que tu mets ça en place dans le civil? Ouais, bien sûr. Alors, je m'en sers une partie, je pense que c'est un peu inconscient. Et alors, il paraît que c'est quand la formation a été bien faite, ça fait ça. Mais par exemple, un coup de stress, un petit coup de pression dans le simu, dans l'avion, ou même naturellement, quoi. Tu commences par reculer, faire un pas en arrière et à souffler un petit coup pour te dire, bon, ok, ça va bien se passer, on se détend Ouais, et c'est parti. Avant de se lancer dans l'action, en fait, tu commences à faire un pas en arrière avant d'en faire deux en avant. ok. Donc ça, c'est un peu ce que j'avais retenu et c'est apparemment un petit peu du top, quoi. J'utilise un petit peu pour la nuit, pour m'endormir. C'est assez soft comme méthode, la respiration aussi. Ok. Mais la plupart du temps, ouais, c'est avant les petits coups de stress, ça te permet de poser les choses et c'est quand même,
c'est quand même sympa. Nous, dans la vie civile, en général, tout roule assez bien. Ouais. Mais quand tu vas au simu ou quand il arrive d'avoir des petits imprévus en l'air, tu commences par une respiration, ça te permet d'éviter ce qu'ils appellent le startle effect là, dans le civil. C'est en gros l'effet de sidération initiale due à une situation un peu compliquée, surprenante, on va dire. Au lieu d'être surpris et bloqué en Ouais. blocage sur la situation qui t'est présentée, tu souffles, tu reposes à plat, tu te détends et là ensuite tu es capable d'analyser, quoi. Ok. C'est la propre du startle effect, c'est que tu perds ta capacité un peu d'analyse. Et Ouais. ça te permet de retrouver ça, de retrouver un cerveau normalement constitué, si tu veux, Ça évite un pour peu pouvoir attaquer l'effet. la gestion de la situation. Ok. Ça peut éviter l'effet tunnel qu'on appelle plus communément. Exactement, bah, c'est un peu ça, la tunnelisation, c'est un peu le startle effect, exactement. Ok. Donc ça te permet d'éviter ça, d'ouvrir un peu ta vision, d'enlever les œillères avant le traitement d'une panne, parce que ça peut être long, complexe, donc ça te permet Ok. de trier les patates Bon. un peu mieux. Là où on peut dire que l'armée a fait du bon boulot, on en discutait aussi la dernière fois, c'est qu'au final, dans le civil, dans l'aviation civile, il y a pas une mise en place de ces techniques-là, de cette boîte à outils. C'est que toi, tu côtoies du coup des pilotes qui sont issus d'un cursus civil. Et eux, jamais ils sont venus te parler de ces techniques d'optimisation du potentiel. Je crois que vous avez quand même des journées de prévention qui sont obligatoires tous les ans, mais c'est pas là où vous allez passer 5 heures par matinée, par journée à parler uniquement des tops. Vous balayez un certain nombre de modules. Donc au final, dans le civil, on se rend compte qu'il n'y a pas autant de formation, pas autant de sensibilisation et de formation au top que dans l'armée, quoi. Ah bah c'est ça, c'est un peu. Alors ouais, effectivement, dans l'armée, la formation top est très complète. Dans le civil, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est vu que ton emploi du temps est un peu taillé au cordeau, t'es employé pour être un pilote. Chaque journée rajoutée qui n'est pas du pilotage, c'est un peu une journée un peu perdue pour la compagnie. Donc tu as des journées quand même seules qui sont de toute façon obligatoires, rendues obligatoires par les autorités. Ouais. Et annuellement, tu as une journée de formation au sol qui doit être dispensé pour premier secours, travail en équipage, ce genre de choses, sécurité des vols, tout ça. Et durant cette journée au sol, on a du CRM, là, Crew Resource Management, qui te permet de faire évoluer ton travail en équipage, parce que c'est quand même la clé du succès quand tu fais Ouais. voler un avion, c'est le travail en équipage. Et dans cette matière-là, durant ce module, tu peux aborder. Moi, j'ai vu des modèles top où le moniteur, l'animateur CRM qui parlait de top, ou alors avec un autre mot, mais c'était ces techniques-là. Ouais. Mais c'est quand même déjà, tu t'y entraînes pas. En gros, c'est une présentation du truc et tu pratiques pas quoi. Donc c'est quelque chose qui dure le top spécifiquement. Je pense qu'on doit en parler peut-être une demi-heure maximum dans ces journées-là. Ouais. Entre la formation de l'armée où c'était 1 à 2 heures par semaine de pratique, la Oui, formation et tu as un civile suivi sur du. Ouais. où c'est une demi-heure de théorie Par tous an. les ans, ça Ouais. suffit pas quoi. Et puis tu sensibilises pas les gens à l'efficacité quoi, parce que tu leur fais pas essayer, tu leur donnes, c'est pas vraiment, tu leur donnes pas vraiment des outils, c'est un peu, tu leur dis bah voilà, ça existe. Ça existe, ouais. Voilà, Ouais. donc si pratiquer, ça te permet de l'automatiser. Si tu le pratiques pas, ça va pas te servir à grand chose quoi. Et du coup, je trouve ça dommage parce que les gens ils apprennent pas à se calmer, ça se voit de temps en temps dans les simus en situation compliquée. Et ils ont du mal à se calmer, à relativiser, tout ça. Mais c'est Ouais. hyper, pour le coup, dans l'armée, c'est quelque chose sur lequel on a pris assez d'avance, quoi. Dans la formation civile, que j'ai pas suivie, mais que je connais un tout petit peu, je crois pas que ce soit un module qui soit dispensé. Donc, tu vois, ils sont formés vraiment qu'au vol, quoi. Donc, Ouais, t'as pas après, pour le de civil, forme. le problème, c'est que les élèves payent leur formation. Donc, si on ne dit pas que c'est obligatoire et qu'il faut cocher la case, bah, jamais ce sera mis en place par Ah bah les exactement, mais formations. oui, ouais, exactement. C'est le Bien sûr. principe ouais, c'est la formation civile, c'est comme ça, mais c'est le même principe que faire travailler les pilotes sans les faire voler ensuite, hein, c'est toujours la même chose. Si Oui, oui. tu fais des formations qui sont faites par des spécialistes, des jours bloqués à faire ça, et voilà, la plus-value, les gens ne se rendent pas compte encore sûrement de la plus-value du produit, quoi. Ok. Bon, bah, en tout cas, c'est là où on peut se dire qu'on est précurseur. Faut pas croire que dans l'armée, on est toujours à la bourre. Moi, le premier, je pensais ça à certains moments quand je suis arrivé, que j'étais tout jeune, mais maintenant, au contraire, je suis très fier. On peut être fier de ce qu'on fait. Je termine du coup sur la partie musculaire. Donc, une des principales contraintes qu'on retrouve chez les pilotes, c'est quelques études que j'ai lues au niveau. Alors, c'est beaucoup d'études sur les pilotes de ligne
ou sur les pilotes d'hélicoptères civils et militaires. J'ai pas trop vu d'études sur les pilotes militaires, que ce soit américaines ou autres. En gros, ce qui ressort beaucoup, c'est le principal problème, c'est la posture assise prolongée. Et ce qui en découle souvent, c'est des raideurs musculaires, un manque de mobilité et du coup des douleurs qui vont être un petit peu ciblées. Toi, donc du coup, on l'a évoqué brièvement tout à l'heure. Toi, quand tu es arrivé du coup dans cette compagnie d'Europe de l'Est, tu as eu des douleurs que tu n'avais jamais eues auparavant. Ouais, c'est ça, les douleurs en bas du dos, là, induites par, bon, c'est pas tellement un secret, par la posture assise prolongée, Ouais. un peu cambrée, pas tenue, quoi. En plus, t'as pas trop le temps. Enfin, moi, à l'époque, j'avais pas trop le temps de faire du sport, donc tu peux pas te renforcer, tu peux pas faire de postural, tout ça pour tenir un peu mieux ton dos. Donc, ouais, ça arrange pas le dos ou autre chose, mais effectivement, ce qui souffre le plus, je pense, enfin, pour moi, dans mon cas, c'était le bas du dos, ouais. Ah, c'est le bas du dos et naturellement après tu as une partie sédentarité qui se rajoute, c'est-à-dire que si tu peux, alors ce qui est recommandé du coup dans une étude que j'avais lue sur les pilotes d'hélicoptères, c'était de réussir à mettre en place avant la partie vol, etc., du sport. Donc ça, dans l'armée, il n'y a pas de problème, c'est mis en place. Et on aimerait, et s'il y a des personnes qui sont en escadron qui nous écoutent, je vous invite vivement à venir réclamer des séances de sport dans les créneaux qui vous sont réservés. Le top, c'est de faire une séance de sport avant, essayer de créer du mouvement pendant et après, soit remettre une séance de sport après. Donc, je dis pas ça, je dis pas de faire ça dans une journée, hein, de pas de mettre 3 séances dans la journée. Mais c'est toujours essayer sur une semaine, par exemple, où tu vas avoir 2 vols, je dis une bêtise. Le lundi, tu bouges un peu. Le mardi, tu fais ton vol, tu bouges pendant ton vol. Le mercredi, tu reposes. Et le jeudi, tu reprends, etc., en faisant un petit peu de sport et en te remobilisant. Et c'est vrai que ce que toi, tu mettais en place comme stratégie, justement, quand tu étais pilote sur A400M, c'est que de par l'ergonomie du cockpit et de la soute au final dans laquelle tu peux plus facilement vadrouiller, bah, naturellement, tu allais marcher dans la soute, tu allais te suspendre. Alors, je te laisse, je vais pas spoiler ce que tu dis, vas-y, je t'en prie. Ouais, non, non, mais c'est ça, la 400, t'as quand même beaucoup de place, donc tu peux te lever et t'étendre facilement. T'as des petits escaliers pour descendre aux toilettes, ça te fait, ça te rajoute un petit peu des mouvements. T'as une grande soute, moi je faisais des tours de soute, là j'aimais bien ça, ça te permet de marcher un petit peu, d'aller voir un peu tout le monde, parce qu'il y a quand même du monde en soute sur la 400 quand tu fais des vols. Ouais. Et on avait un petit endroit là, côté de l'escalier, où tu avais des petites poignées là, tu pouvais te suspendre facilement. Ça te permet de t'étirer. J'aime bien. Alors, c'est quelque chose que j'ai gardé, mais pour chez moi, parce que maintenant, je peux plus le faire dans l'avion. Ouais. Mais dans la 400, ça marchait assez bien. Et Et toi, même si c'était pas très long, ça faisait du bien, quoi. Tu sentais que t'avais besoin de le faire. du coup, tu ressentais quand même que, admettons, tu attaques une phase opérationnelle, donc tu vas avoir ou une phase un peu plus intense avec un posé tactique pour ceux qui sont actuellement, ou alors une phase opérationnelle en vol. Tu peux prendre 20 minutes avant pour te mobiliser un petit peu parce que tu sais que tu vas rester assis ou tu sais que tu vas avoir besoin de toutes tes capacités cognitives et physiques. Donc, tu peux te prendre le temps quand tu es dans l'armée pour te mobiliser et du coup, c'est ce qui va éviter que tu aies une douleur ou que tu sois un petit peu dans un mauvais mood, quoi. Ouais, exactement. Ça te dégourdit avant une phase intense, ou alors sur 5 heures, 6 heures de vol, si t'es resté un peu à poste, ça te permet de casser un peu la routine, de te lever, de réactiver un peu la circulation, tout ça, de te réveiller, tu vas faire un petit tour. Voilà, c'est une habitude que j'ai gardée dans les avions civils. Là, bon, t'as pas la place pour faire de la gym, quoi, mais Ouais. t'as assez de place pour aller pisser. Donc, même si pas tellement envie, tout ça, avant la descente, là, je vais faire un petit tour derrière, dire bonjour aux hôtesses, pisser un coup, et puis ça te permet de te bouger un petit peu pendant le vol, de pas rester, parce que tu peux avoir des vols qui sont pas très longs, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, donc là, en fait, c'est pas dur de rester assis pendant 1 heure et Ouais. demie, cockpit, le temps passe assez vite, quoi, mais ça te permet de bouger un petit peu, quoi, parce que si tu fais pas ça, en escale, t'es assis, si tu vas pas faire le tour avion, tu peux te retrouver facilement 4-5 heures d'affilée sans avoir le besoin de te lever. Donc, ça permet de créer une routine, de te réveiller avant l'approche, même si les approches ne sont pas d'une densité incroyable par rapport à l'aviation militaire, mais ça te permet quand même de faire quelque chose, quoi. Ouais, bah c'est là où je veux rebondir un petit peu sur s'il y a des gens qui ne sont pas pilotes et des gens qui ne sont pas profs de sport qui nous écoutent. C'est essayer de sensibiliser tout simplement à la posture assise prolongée qu'on retrouve pas que chez le pilote, même si le pilote, on se doute que ben, naturellement, s'il n'est pas assis à poste, l'avion il avance plus. Bon, même s'il y a énormément de technologie et il y a des procédures qui font que il peut quand même relâcher un petit peu la tension à quelques moments. Mais remettre ça un petit peu. En plus, là, on est à l'ère du télétravail et à l'ère où tout le monde reste assis sur une chaise avec le secteur
avec les activités en tout cas assises. Et ce qu'on retrouve en fait, c'est un besoin de se mobiliser au moins une fois dans la journée, que ce soit pas pendant la pause du repas. C'est au moins prendre 5-10 minutes, voire 2 fois par jour pour faire quelques étirements, marcher un petit peu. Et c'est ce qui va vraiment lutter contre ce type de douleur. Si pour Alexis, ça a marché, en tout cas, toi, quand tu faisais de la prévention sans forcément le savoir, mais tu savais que ça te faisait du bien. Et il n'y a pas de méthode particulière qu'on peut donner en sport avec des exercices qui sortent où on va te demander de tenir sur les mains et de bloquer ta respiration. Il n'y a pas de truc farfelu comme ça. C'est juste, faut juste que tu crées du mouvement. Et c'est ce que disent les kinés actuellement. Il n'y a pas de mauvaise posture. Par contre, si tu restes dans une posture et que tu la prolonges sans trop créer de mouvement, c'est là où cette posture va être dangereuse. Donc, c'est d'où l'intérêt de créer le plus de mouvement possible. Et on revient sur les pilotes. S'il y a des pilotes long courrier, moyen courrier qui ont des douleurs de dos, ne serait-ce que essayer de trouver un moyen pour bouger au moins 2 fois, 3 fois pendant le vol pour essayer de se mobiliser un petit peu. Il faut le faire parce que c'est ce qui, à court terme et en plus à long terme, va éviter que les mecs soient complètement rincés. Même si j'ai l'impression que sur du long terme, c'est pas très nocif la posture assise prolongée, mais le problème c'est que ça crée de la sédentarité et après on a d'autres problèmes qui sont du diabète, qui peuvent être du surpoids, etc., etc. Donc ça peut être intéressant de rajouter du mouvement. Et après, une des problématiques qu'on peut avoir du coup chez les pilotes de l'aviation civile, c'est qu'il n'y a pas de standard, il n'y a pas de critères qu'on peut demander au niveau sport. Donc nous, on impose ça avec les CCPM par exemple. Après, c'est toujours discutable de l'efficacité des CPM, mais au moins ça a le mérite d'exister et au moins on contrôle les gens chaque année. Dans l'aviation civile, c'est le problème. Et du coup, peut-être que des pilotes de l'aviation civile vont avoir un moins bon suivi si eux-mêmes se prennent pas en charge. Alors que dans l'armée, il y a toute une équipe de professionnels qui sont là quand même quand ils ont le temps pour donner du temps aux équipages de transport. Et ça, c'est quand même intéressant. Est-ce que Ouais, t'es conclure là-dessus? dans le civil, vraiment autonome. Moi, le sport, en tout cas, ça m'a beaucoup, quand je suis revenu après de l'Est, là, le sport m'a beaucoup aidé, quoi. Dans l'Est, j'avais souvent mal au dos. Quand je suis plus revenu en France, je me suis remis vraiment à faire pas mal de séances de sport et le mal de dos a disparu. Ça doit faire 1 an et demi que j'ai pas eu mal au dos, quoi, même plus que ça. Ouais, et sans forcément te mettre des séances de débile. Juste en... Non, non, mais je fais pas, en plus, je fais pas de séances de gainage. Tu vois, je suis pas Ouais, un tu bouges. fanatique du truc. Ouais, bah, je fais Tu faisais du rameur, j'ai toi, fait beaucoup, beaucoup de non? rameur pendant Ouais. longtemps. Et en fait, c'est un sport que j'ai pratiqué étant plus jeune, donc je me suis remis un petit peu à ça. Peu de rameur, de temps en temps de la course à pied, tout ça. Bon, après, pendant le confinement, ça s'est un peu accéléré. Je faisais 5 séances par semaine, Ah, mais déjà, bouge un peu. Ouais, ça te décrispe, ça te détend. Si tu dors un peu mieux, tu passes un peu tes nerfs, c'est quand même sympa, quoi. ouais, bien sûr. Donc, au-delà de. Que tu fais ta journée de boulot assis, le soir, tu dis, bah, je vais me détendre, je vais dans le canapé. En fait, la posture, c'est la même, quoi. Ah oui, Donc, oui, c'est ça. Tu c'est bien, prolonges. quoi. C'est vrai que c'est dommage. Au moins couper, voilà, soit par une séance de sport, soit par 30 minutes, 20 minutes tu fais une pause, tu te mobilises un petit peu. Mais je pense que si on devait discuter avec chaque pilote de l'aviation civile, chacun nous donnerait un petit tip ce qu'il a. Je sais pas, avant d'embarquer, il y en a peut-être qui se font des longueurs dans l'aéroport en marchant avec leur mallette à la main. Enfin, j'ai une image qui vient en tête, mais où les mecs ils se mobilisent un peu parce qu'ils savent qu'après c'est parti, tu vas être assis et puis c'est plus possible. Ouais, souvent les mecs ont besoin de bouger quand même. Même si t'as des mecs de toute façon qui vont en cabine pendant le demi-tour, ils vont faire un aller-retour. T'as des mecs qui partent dans le terminal. T'en as qui juste ils se lèvent, ils font comme moi pendant le vol, ils ont besoin de se lever. Ouais, c'est ça. Et je sais pas, il y en a d'autres qui font rien, mais je connais pas l'état de leur dos. Ouais, oui, après, c'est difficile à sortir même avec la littérature scientifique. Ce qui en ressort aussi, c'est les vibrations qui sont peut-être plus importantes dans l'aviation militaire que l'aviation civile au niveau des aéronefs. Alors, je sais pas si toi, tu peux en Si, bah, parler. Ouais, incomparable pour le coup. Enfin, alors encore la 400, 4 hélices, donc du coup ça vibre moins qu'un hélicoptère, quoi. Mais ouais. ça vibre quand même, quoi. Donc les vibrations sont quand même présentes. Ça fait du bruit, ouais, c'est comme ça. Un avion civil, ça vibre pas du tout, hein. C'est des réacteurs qui Oui, c'est tournent lisse. infiniment plus que des hélices, donc ça fait pas de vibration même du tout. C'est quand même ça bouge pas, quoi. Ça bouge pas, ça vibre pas. Donc c'est quand Ouais. même plus confortable, quoi. Oui, oui, et puis il y a moins de répercussions aussi, naturellement. Mais Moins ok. moins de charge. C'est pas trop la mode dans l'aviation civile, la facture de charge. Ouais. Bon, alors du coup, ce que je voulais essayer d'en conclure, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est au-delà du pilote d'A400 et du pilote de transport, c'est de civil, pardon. Ce qu'il faut
comprendre, c'est que quand on a une posture assise prolongée, au niveau physique, en tout cas, ce qu'il faut créer, c'est du mouvement, peu importe le mouvement, que ce soit de la marche, que ce soit du rameur, une activité spécifique. Je crois qu'il y a un pilote qui est à Bordeaux, qui est à une salle de CrossFit. C'est un pilote civil. Ils avaient fait une vidéo dessus. Donc c'est pareil, le mec, il fait son sport et ça crée du mouvement et ça évite sur du long terme ou même sur du court terme, si vous avez une phase assise prolongée pendant quelques mois, comme tu as pu avoir en Europe de l'Est. Ça prévient et ça évite des douleurs qui après vont être gênantes, vont créer peut-être un stress mécanique et ou un stress mental qui va s'ajouter et ce sera dans tous les cas néfaste. Après, si on revient plus largement au niveau militaire, on en avait conclu la dernière fois aussi qu'il y a du bon dans l'armée, il y a du bon dans le civil. Faut pas voir le civil comme forcément un Eldorado ou alors quelque chose qui sera 100% mieux. C'est deux métiers différents, même si ça reste, même si c'est la même spécialité. Pour toi, c'est vraiment deux métiers qui sont pas différents, mais qui sont quand même, qui ont leurs composants, qui ont des composantes un peu différentes. Ah oui, bah, bien sûr, tout n'est jamais tout blanc et tout n'est jamais tout noir, hein. Donc il y a des choses en quittant l'armée que j'avais conscience de perdre et d'un autre côté, j'ai gagné sur d'autres points. Dans l'armée, quand tu pars de l'armée, tu perds souvent de la cohésion, tu perds une ambiance de travail, tu perds une liberté sur certains points. Voilà, l'avion et la 400 était quand même un vecteur assez exceptionnel, quoi. Donc moi j'aimais beaucoup voler dessus. Je savais que je perdrais les outils de travail aussi. Dans l'armée, souvent sont suivant l'aspect, mais plus ou moins, enfin souvent intéressant. Voilà, après tu vas donc tu perds ces côtés un peu positifs, quoi. La richesse aussi du truc. On parlait des semaines bases. Bon, ça fait pas plaisir quand il va, mais ça te permet de brasser les populations, de découvrir des gens. Tu parles avec c'est quand même intéressant, quoi. Ça te fait une expérience sympa. Tu peux avoir des journées, des constructeurs aériens, des constructeurs, je parle d'avions par exemple de la 400, des visites. Tu peux avoir des petites brèves culturelles. On est parti à Berlin. Pour la découverte du pont aérien sur Berlin. Voilà, c'était quand même intéressant. Ah, c'est Tu fais un intéressant. truc quand même qui est assez varié, quoi. Ouais. Dans le civil, t'as pas tout ça, mais t'as d'autres avantages, quoi. C'est un métier qui te permet vraiment d'avoir des à côté, quoi. Donc, d'avoir une vraie vie de famille, un emploi du temps maîtrisé. Quand t'es pas au boulot, tu penses pas au boulot parce que t'es pas corvéable à merci H24, 7 jours Ouais. sur 7. Donc, ça te permet vraiment d'avoir l'esprit libre quand t'es pas au travail. Tu gagnes, là, dans mon cas, tu gagnes un peu mieux ta vie. Donc, c'est pas négligeable non plus. Bien sûr. Et voilà, bon, après, tu perds le côté chaleureux du boulot. Humainement, c'est un peu moins riche. L'avion est un peu moins marrant dans le civil. Le métier est différent. Je dirais pas moins bien. C'est juste que les pilotes militaires qui veulent voler sur le dos plus que sur le ventre, c'est sûr, faut pas qu'ils aillent dans le civil, quoi. Mais t'as des points positifs aussi sur A320. Moi, j'aime bien ce que je fais. J'aime bien le réseau. Tu découvres plein de choses, plein de gens, plein de pays que j'aurais jamais découvert dans l'armée. Donc voilà, franchement, c'est complémentaire, quoi. Je dirais tout l'un ou tout l'autre, c'est pas bien, mais les deux, ça permet d'avoir à la fin une carrière assez équilibrée. C'est intéressant, je trouve. Bah, ça c'est bien. Et puis je suis content que tu aies pu faire les deux. Au moins, tu es partie des gens qui auront un recul et qui resteront pas toute leur carrière dans l'armée ou toute leur carrière dans le civil à dire que ailleurs ce serait mieux, mais ou alors c'est pire. Et au moins, ça donne un Faut peu pas, plus de. faut rester objectif. En toute objectivité, il y a ou alors on se ment un peu à soi-même, mais il y a des points positifs et négatifs des deux côtés, quoi. Ouais, bien sûr, c'est sûr. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. En tout cas, je te remercie d'avoir participé à ce petit podcast. Avec plaisir. Tu vas voler cette semaine du coup? Je reprends des simus pour Ah, la qualif sur le nouvel avion qu'Air France va recevoir, hein. ok, L'A220. Il n'est pas un A320, mais voilà. Donc je ok. reprends les simus, tu vois, posture assise prolongée, sans possibilité d'aller se dégourdir les jambes, là, carrément. Ah, là, c'est moins sexy. Ah, bon, bah, Séance de simus, c'est 4 heures. ah oui, bon, bah, voilà, par exemple. Bah, n'hésitez pas entre chaque moment aller marcher un petit peu, faire quelques, quelques Ouais, mouvements de rotation, ça fera pas de mal. ouais, on va faire ça. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, j'espère que ça a bien enregistré, que les gens vont apprécier ce podcast. Et puis,